Dimanche 17 mai 2026, le JDD vous revient avec le plaisir de recevoir un éminent fonctionnaire de l'État sénégalais, haut fonctionnaire de la haute administration sénégalaise, en la personne de Macodou Sène. Macodou est connu dans les rouages de l'État, dans les rouages de l'administration centrale pour la qualité de son travail, mais en même temps aussi pour son profil assez intéressant, puisqu'il ne se contente pas simplement d'être par devoir un employé de l'État sénégalais, mais en même temps aussi il rédige, il s'interroge et aussi il questionne le monde qui l'environne, mais en même temps il essaie de chercher aussi des réponses aux questions qui se posent. Macodou est présent pour répondre de ces questions-là. Monsieur Sène, bienvenue donc à JDD. Merci, M. Ndiaye, Mamadou. Je vous remercie de votre invitation. Le jury du dimanche est une émission très suivie. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à votre invitation. Vous êtes connu pour votre professionnalisme et votre rigueur. Je voudrais rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que vous et moi sommes des pionniers de l'Université de Saint-Louis. Exact. Nous avons tous les deux effectivement assisté à l'ouverture de l'Université de Saint-Louis dans les années 90. Oui. Alors, vous me permettrez, avant d'avancer, de saluer les populations de ma commune, vous êtes la maire commune de Niakhar, dans le département de Fatick, région de Fatick, et saluer en même temps tout le Sine, tout le Saloum, bref, tout le Sénégal. Très bien, nous allons donc voyager à travers les différents cycles de cette administration qui nous est chère, qui travaille pour nous, mais dont on méconnaît un peu peut-être aussi la réalité interne profonde. Mais M. Sène est là pour nous aider à mieux appréhender un peu cette haute administration. Il en est un prototype, puisqu'il est issu de l'ENAM. Promotion 87. 87. Promotion 1987. Donc il connaît de l'intérieur et peut-être même de l'extérieur, parce que aussi ce qui fait la caractéristique de mon invité, c'est qu'il a travaillé donc dans l'administration décentralisée, tout comme dans l'administration décentralisée. Eh bien, ces notions, on peut avoir le sentiment que ces notions riment et disent peut-être la même chose, mais dans son propos, il va essayer de trouver donc les nuances qui nous permettront de mieux comprendre notre administration. Parce que quand même, quelque part, nous devons comprendre notre administration pour mieux dialoguer avec elle. Et quand on parle de l'administration centrale de l'État, ça recouvre quelle réalité? Et ensuite, est-ce qu'il y a une définition simple pour que le commun des Sénégalais puisse comprendre un peu ce que c'est justement cette administration d'État? Oui, l'administration d'État, il y a deux composantes. Il y a la composante centrale, qu'on appelle administration centrale. Ce sont tous les services qui ont une vocation nationale, du point de vue territorial. Ce sont les ministères. Évidemment, on commence par la présidence de la République, la primature, les ministères et tous les services qui ont une vocation nationale. Voilà en gros ce que c'est que l'administration centrale. L'autre composante, c'est les services déconcentrés ou services extérieurs. Ce sont les services qui sont dans les régions, les départements et les arrondissements. Prenez une direction qui est à Dakar. Elle a donc des démembrements dans les régions, dans les départements et dans les arrondissements. En gros, voilà les deux composantes de l'administration d'État. Mais quand on veut pénétrer un peu l'univers de l'administration, y a-t-il un chemin par lequel il faut passer, ne serait-ce que pour être en phase avec les missions qui sont attendues de l'administration centrale, par exemple? Oui, bon, d'abord, il faut qu'on s'entende sur la définition de l'administration. Très bien. L'administration, il y a deux définitions.
il y a une définition au sens organique. L'administration, c'est un ensemble de structures. Je vous ai parlé tout à l'heure des ministères, des services, etc. Donc, première définition, l'administration, c'est un ensemble de structures. D'un point de vue matériel, donc c'est la définition matérielle, c'est une activité qui vise à satisfaire l'intérêt général. Donc voilà les deux définitions de l'administration. Alors, comment comprendre l'administration? D'abord, l'administration, elle est organisée. Il y a des textes qui l'organisent. Et donc, pour bien la connaître, il faut connaître les textes qui organisent cette administration. Il y a d'abord la Constitution, parce que ça, c'est tout part de la Constitution. L'architecture. L'architecture. Alors, après la Constitution, vous avez maintenant des lois organiques, vous avez des lois ordinaires, vous avez maintenant les décrets, vous avez des arrêtés, des circulaires, etc., etc. C'est tout cela qui organise l'administration. Et donc, pour bien la connaître, il faut vraiment connaître ces textes. Et dans les ministères, nous avons par exemple un décret de février 2017 qui fixe les structures d'administration centrale. Avant, il y avait des structures, c'est-à-dire des différences de structures selon les ministères. Et en février 2017, donc, l'État a cru devoir, le président de la République, prendre un décret pour fixer ces structures d'administration centrale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les ministères, vous avez les mêmes structures. Okay. Pour une harmonisation. Harmonisation. Cela est important. Oui. Et en février 2017 également, toujours dans un souci d'harmonisation, on a généralisé les postes de secrétaire général dans les ministères. Okay. Et c'est important. Avant 2017, quoi qu'il y avait à peu près une dizaine de ministères, de gros ministères où vous aviez des secrétaires généraux. Et à partir de février 2017, on l'a généralisé. Je crois que cela aussi est important. Vous allez dans les... Ça, c'est au niveau de l'administration. Maintenant, au niveau de l'administration déconcentrée ou territoriale, vous avez la loi de 1972 qui organise cette administration territoriale. Et donc, qui... Depuis la fameuse réforme de 1972. Voilà, qui divise le pays en régions, en départements et en arrondissements, avec des chefs de circonscription administrative à chaque échelle. Donc voilà, on peut résumer voilà, l'organisation de l'administration au double plan central et déconcentré. C'est ça, je comprends bien peut-être par rapport au cheminement, les hiérarchies, les échelons, et en même temps aussi les périmètres de chaque structure relevant un peu de cette administration-là. Mais souvent, quand il y a des remaniements ministériels, parfois l'opinion sénégalaise attend une journée, 48 heures, des fois même 72 heures, pour, d'après ce qu'on nous dit, une réorganisation donc, des services devant aller à tel ministère ou à tel autre ministère. Est-ce qu'il n'est pas plus simple pour peut-être les gouvernements qui se succèdent de s'en remettre simplement à l'architecture, n'est-ce pas, de l'administration pour peut-être ne pas désarticuler ou bien de désosser des services, des administrations, au point que peut-être à un moment donné, les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. D'autant qu'il y a énormément de forêts de textes et de choses qui se chevauchent. Bon, quand il y a remaniement, vous savez, il y a toujours le décret qui fixe la composition du gouvernement. C'est ça. Et après, maintenant, vous avez un décret portant répartition des services de l'État. C'est ce décret-là, souvent, qui tarde à être publié. C'est ça. Parce que, bon, parfois, il y a aussi des arbitrages auxquels procède le président de la République de concert avec le Premier ministre. Et ce n'est pas toujours facile. Parce que, bon, il y a des considérations d'ordre rationnel. Oui. Mais, vous savez, répartir les services, ça n'obéit pas qu'à des critères de rationalité. Autrement dit, il y a des considérations politiques. Oui, et entre nous, bon, il y a des ministres voilà, qui veulent que tel ou tel autre service leur soit rattaché.
ou telle autre structure autonome voilà, soit placée sous leur tutelle. Ce sont des situations qui arrivent, mais encore une fois, il faut toujours avoir présent à l'esprit le souci de répartir les services de façon rationnelle, de façon efficace, pour que ces services-là, en tout cas les ministères de façon générale, puissent fonctionner correctement. Mais encore une fois, comme je l'ai indiqué, il y a d'autres considérations qui interviennent et qui peuvent donc retarder l'apparition du décret portant répartition des services. Mesdames et messieurs, vous suivez donc JDD du 17 mai qui reçoit avec plaisir le haut fonctionnaire Macodou Sène, maire de Niakhar et administrateur civil de classe exceptionnelle. Je jongle avec monsieur le maire et monsieur Sène pour des considérations qui vont apparaître bientôt. Il y a un concept qui est assez galvaudé de nos jours, c'est gouvernance. Le terme est apparu peut-être à la fin des années 80, début 90, mais il n'y a pas un sujet politique qui ne mette l'accent sur la gouvernance. Est-ce que quelque part c'est un recul du concept d'administration pour peut-être faire prospérer un peu la gouvernance, ou bien c'est simplement une question de mode? Bon, oui, la notion est, je crois, d'origine anglo-saxonne. Anglo-saxonne en plus, oui. Voilà. Et après maintenant, bon, nous l'avons intégré. Aujourd'hui, on parle de gouvernance un peu partout. Mais la gouvernance, à mon avis, c'est au niveau des orientations, au niveau stratégique, et donc au niveau politique. L'administration, c'est au niveau opérationnel, de la mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est pourquoi on appelle l'administration le bras séculier de l'État. Donc, pour me résumer, vous avez la gouvernance, c'est au niveau stratégique, au niveau de la définition des politiques, au niveau des orientations générales. Et donc, à côté, vous avez le volet mise en œuvre, le volet opérationnel. Donc, à mon avis, les deux notions sont complémentaires. Et elles ne sont pas antinomiques? Non, elles ne sont pas antinomiques. Au contraire, elles sont complémentaires. Parce que quand vous avez une dimension stratégique, une dimension de définition de politique, vous avez nécessairement à côté des instruments ou un instrument pour mettre en œuvre ces orientations et ces politiques publiques. Voilà, c'est en cela que ces deux notions sont complémentaires et non antinomiques. D'accord, on peut considérer que ce n'est pas antinomique, mais est-ce que l'administration suscite toujours des vocations, comme ce le fut dans les années 60, 70, 80, où des jeunes ne rêvaient qu'effectivement d'être dans l'administration, dans la haute administration? Est-ce qu'il y a toujours des vocations qui se suscitent dans ce domaine? Je crois que l'administration suscite des vocations aujourd'hui plus qu'hier. Ah oui? Oui. Parce que vous prenez le concours d'entrée à l'ENA. Oui. École nationale d'administration. Voilà. Alors, vous avez des milliers de candidats pour peut-être une centaine de postes. Vous voyez? À tous les concours, vous avez, pour un nombre de places très limité, vous avez des milliers de candidats. Donc, et ça, c'est à tous les niveaux. Donc, si j'en juge par cet aspect-là, je dis qu'effectivement, l'administration continue de susciter des vocations. Et il s'y ajoute que quand même, voilà, l'emploi devient de plus en plus rare. Donc, les diplômés, voilà, sont prêts à servir un peu partout, pourvu qu'ils trouvent un emploi. Donc, encore une fois, il y a vraiment cet intérêt pour l'administration sénégalaise, qui, quoi qu'on en dise, quand même est une administration performante, même s'il y a quand même des limites. Et je crois que dans toute organisation, vous avez quand même des limites. Peut-être que nous pourrions en reparler. Voilà.
il y a quand même des figures de proue qui ont incarné un peu l'administration, la haute administration sénégalaise. Et je taquinais tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai un ami qui est à Camp Mangaor qui me dit qu'il n'a jamais croisé un haut fonctionnaire. Il pense que c'est une construction de l'esprit. Mais il fut quand même des moments où il y avait de très grandes figures, n'est-ce pas, de la haute administration sénégalaise. Est-ce que de ce point de vue-là, on n'est pas passé d'un cycle à un autre, toujours en restant dans la haute administration? Est-ce que les choses ne se sont pas étiolées au fur et à mesure? Ou bien est-ce que ça a perdu un peu peut-être de son lustre? Je parle à l'administration civile que vous êtes, et qui est héritier effectivement de cette haute administration, avec toujours la même fierté en bandoulière. Oui, là aussi, bon, je crois qu'il y a sous Senghor, sous Abdou Diouf, les postes, les fonctions n'étaient pas aussi disputées qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait quasiment des fonctions qui étaient réservées. Et réservé, le mot est un peu... oui, mais ça, ce sont même les textes. Et les textes n'ont pas... Quand vous prenez le décret portant statut particulier du cadre de l'administration générale, il y a des fonctions qui sont destinées aux administrateurs civils. Et c'est pourquoi, à l'époque, pratiquement tous les postes de directeur de cabinet, de secrétaire général dans les ministères, de directeur général d'administration centrale ou même d'entités du secteur parapublic étaient occupés par des administrateurs civils et d'autres corps sortant à l'époque de l'École nationale d'administration et de magistrature. Maintenant, les choses ont évolué, il y a d'autres corps qui ont émergé et donc aujourd'hui, il y a une compétition pour accéder à certaines responsabilités au niveau de l'administration. Il y a également un autre aspect, à mon avis. Bon, à l'époque, il y avait moins d'administrateurs civils, il y avait moins de sortants de l'ENA. Et donc, l'un dans l'autre, on peut avoir le sentiment que ces grandes figures de l'administration n'existent plus, mais je pense quand même qu'ils en existent toujours. Mais il y a quand même cette compétition dans l'occupation des postes qui explique aujourd'hui quand même que les grands corps de l'État, en tout cas ceux qui sont formés à l'ENA aujourd'hui, n'ont plus cette visibilité d'antan. Quand on prend pour référence le commandement territorial, déjà le concept lui-même il est sujet à interprétation. Ensuite, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, ces appellations-là relèvent d'un ancien ordre qui peut-être même à la limite jouxte un peu l'ordre colonial. Mais avez-vous été fier de vous sentir dans la peau d'un gouverneur de région ou bien d'un préfet ou d'un sous-préfet, ou même, comme on vous appelle de façon générique, le commandement territorial? Est-ce que ces expressions-là ne sont pas quand même des réalités plus ou moins usitées ou des réalités plus ou moins désuètes pour devoir rénover, et vous parlez plus tard de transformation, mais de devoir rénover un peu plus ces appellations-là, ne serait-ce que pour coller maintenant à la situation actuelle qui est différente du début des indépendances? Oui, c'est pourquoi d'ailleurs depuis quelques années, on ne parle plus de commandement territorial. Ça, c'est déjà on parle d'administration territoriale. Pour coller quand même en réalité à l'évolution des choses. Donc l'administration territoriale, vous l'avez, c'est donc les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. Vous savez, nous avons, peut-être nous aurons l'occasion de revenir, au Sénégal, nous avons opté pour une déconcentration horizontale. C'est ça. Et non verticale. Tout à fait. Voilà, et donc le gouverneur dans sa région, il a autorité sur les agents de l'État. Sauf maintenant quelques exceptions, il a autorité donc sur ces agents-là. Le préfet, il en est de même dans sa circonscription, idem pour le sous-préfet dans son arrondissement. Voilà. Alors, puisqu'on y est, déconcentration et décentralisation. Les deux termes renvoient à des réalités bien nettes, mais puisque vous avez été peut-être à la limite même en phase avec un peu cette
mutation un peu de la haute administration. À quoi renvoient justement ces deux concepts? Voilà, ce sont deux techniques d'aménagement et d'organisation de l'État. Oui. D'ailleurs, on les appelle les deux jambes de l'État. Vous savez, nous tous, nous avons deux jambes. En tout cas, l'humain a deux jambes. C'est ça. Nous tous, pour que nous puissions tenir debout, nous avons besoin de nos deux jambes. Oui. Il en est de même de l'État. Vous avez une jambe, c'est la déconcentration. L'autre, c'est la déconcentration. Alors, la déconcentration, c'est quoi? C'est l'État qui délègue des pouvoirs à des agents qui sont soumis à son autorité hiérarchique. Et l'exemple qu'on peut donner tout de suite, c'est le gouverneur de région qui est sous l'autorité directe des ministres, du président de la République, du Premier ministre, etc. Donc il n'a pas d'autonomie. Alors l'autre pied, l'autre jambe, c'est la déconcentration. Là, l'État donne à des entités une autonomie de gestion. Ce sont les collectivités territoriales, communes et départements, mais ce sont également les entités du secteur parapublic. Vous avez les établissements publics, vous avez les agences, vous avez les sociétés nationales, etc., etc. Donc, oui, l'État a deux jambes. L'une, c'est la déconcentration, qui consiste donc pour l'État à déléguer des pouvoirs à des autorités qui sont soumises à la hiérarchie. Et dans l'autre jambe, c'est la décentralisation. L'État confie des pouvoirs à des entités autonomes, qui sont donc en droit des personnes juridiques. Il n'y a pas d'ambiguïté de perception entre les deux notions, ou peut-être même les agents relevant de ces deux entités-là ne se chevauchent-ils pas, ou les agents eux-mêmes ne se chevauchent-ils pas sur des prérogatives, sur des périmètres, ou bien peut-être sur des attributions? Non. Parce que c'est organisé. Oui, c'est organisé. Vous savez, s'agissant des collectivités territoriales, l'État leur a transféré un certain nombre de compétences. Son nombre de 9. Donc là, c'est très clair. L'État dit, je crée une collectivité territoriale, je lui transfère telle et telle autre compétence. Donc c'est très clair. Mais à côté, l'État dit, parce que la décentralisation, ce n'est pas l'indépendance. Oui. Donc l'État a un pouvoir de regard, un droit de regard, sur ces entités, donc les collectivités territoriales. Et c'est tout le sens du contrôle de légalité. Vous savez, avant 1996, il y avait un pouvoir de tutelle qu'exerçait l'État sur les collectivités locales à l'époque. Donc les communautés rurales, les communes, les régions, etc. C'est ça. Maintenant, à partir de 1996, l'État a dit, je donne davantage d'autonomie aux collectivités territoriales. Et ainsi, les actes des collectivités territoriales font l'objet, et ces actes-là sont limitativement énumérés. Par exemple, en matière budgétaire, en matière domaniale. Là, un conseil municipal qui prend une délibération pour adopter son budget, cette délibération doit faire l'objet d'approbation par le sous-préfet ou le préfet selon les cas. OK? Donc là, c'est très clair. L'État a donné davantage d'autonomie aux collectivités territoriales. Maintenant, l'État garde l'essentiel des compétences. Et même des prérogatives. Des prérogatives, voilà. Donc, à mon avis, il n'y a pas... Vraiment, il faut toujours revenir au texte qui définissent et qui fixent les attributions des uns et des autres. Et si vraiment on s'en tient au texte, il ne peut pas y avoir de conflit. Ou en tout cas, s'il y en a aussi, ce sont des conflits qui peuvent vite être réglés. Mais votre cas est assez intéressant parce que vous êtes haut fonctionnaire, mais en même temps administrateur civil de classe exceptionnelle, mais en même temps aussi vous êtes maire de Niakhar. Ouais. D'ailleurs, nous saluons toute la population de Niakhar. Donc, vous êtes un cas patent
de la coexistence de deux réalités politiques, l'administrateur civil de classe exceptionnelle que vous êtes et maire de Niakhar. Or, souvent, on a eu des échos, des maires qui ne se comprennent pas avec un chef d'arrondissement, des maires qui ne se comprennent pas avec un préfet. Parfois, il y a des litiges. Mais est-ce que chez vous, cette tension, vous l'avez vécue? Non, je ne l'ai pas vécu et je ne pense pas pouvoir vivre ça. Parce que chez vous, c'est clair. Parce qu'encore une fois, je l'ai indiqué tout à l'heure, si nous nous en tenons au texte, il ne doit pas y avoir de conflit, ou en tout cas de conflit majeur. Le maire, il a un certain nombre de compétences qui lui sont propres. Il y a des compétences, par exemple, en matière de police municipale. La police municipale appartient au maire. Au maire, relève du maire. Voilà. Maintenant, il y a d'autres compétences, par exemple le vote du budget, les conventions, etc. Là, le conseil municipal est obligatoirement saisi par le maire et le conseil doit délibérer. Donc là, c'est très clair. Le maire, il a ses attributions, le conseil municipal a les siennes. D'un autre côté, vous avez le représentant de l'État, si je prends la commune de Niakhar, c'est le sous-préfet. Il y a, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, des délibérations qui font l'objet d'une approbation, je dis en matière de budget, en matière d'urbanisme, en matière domaniale. C'est très clair. Nous délibérons. Moi, je transmets la délibération auquel on annexe évidemment toutes les pièces utiles. Cette délibération-là est transmise au sous-préfet qui, il y a 1 mois maximum pour l'approuver ou alors demander une seconde lecture parce que c'est aussi une possibilité qui est offerte aux représentants de l'État. Donc c'est un moyen de contrôle aussi. Voilà. Vous avez tantôt dit que le maire a sous sa responsabilité la police municipale. Oui. Mais qui de vous ou du sous-préfet a maintenant des prérogatives sur l'ordre public? La police nationale, par exemple, elle dépend du sous-préfet en principe. Voilà. Là aussi, ce sont les pouvoirs de police. Oui. Vous savez, il y a 2 sortes de police. La police administrative, c'est la prévention. La police judiciaire, dès qu'une infraction est commise. Donc ce sont les 2 polices qui existent. Alors, la police administrative, la police municipale relève effectivement de cette police administrative. Et le maire, il l'exerce sous l'autorité du représentant de l'État. Parce qu'encore une fois, il y a un dédoublement fonctionnel concernant le maire. Je suis à la fois maire, donc exécutif local, mais je suis également représentant de l'État. Et je suis chargé de la mise en œuvre des décisions prises par l'État. Et donc, en cette qualité-là, voilà, je suis effectivement son représentant. On peut dire donc que Niakhar constitue une sorte de laboratoire politique pour voilà, observer un peu les tendances lourdes, n'est-ce pas, de l'administration, surtout que vous l'appelez justement à mieux faire face justement aux défis de transformation. Enfin, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que la commune de Niakhar, à travers son équipe municipale, essaie d'exercer ses compétences conformément aux textes, donc aux lois et règlements qui définissent cette matière-là. Donc nous n'avons pas vraiment la prétention d'être au-dessus des autres ou de faire mieux que les autres. Nous voulons simplement, en tout cas, disons, fonctionner conformément aux textes qui régissent les communes de façon générale. Très bien. Mesdames et messieurs, donc notre invité Makodou Sène, administrateur civil de classe exceptionnelle et maire de Niakhar, qui a le vent en poupe, la commune de Niakhar. Voilà, et auteur aussi d'un ouvrage remarquable, parce que il fait des incursions dans l'administration, dans la haute administration. Et le livre s'appelle L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation, ces réformes incontournables. Donc c'est un ouvrage de référence
Et il a osé écrire, mais en même temps aussi, il le place entre les mains des Sénégalais pour mieux appréhender donc la réalité de l'administration. Mais si on en vient maintenant à l'administration elle-même de façon plus approfondie, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les Sénégalais, ils sont de plus en plus éveillés. Ils sont de plus en plus conscients des enjeux et ils comprennent aussi voilà, les réalités du pays. Mais mieux encore, ils ont intégré les dimensions voilà, d'exigence par rapport donc, aux élus, par rapport à l'administration, par rapport voilà, aux préfets, aux sous-préfets. Est-ce que cette nouvelle réalité, cette nouvelle donne, elle complique la tâche du maire et de l'administrateur central, ou bien est-ce que ça facilite un peu le travail de ces hauts fonctionnaires? L'administration a connu même des mutations. Très bien. Avant, bon, la période où on disait Baba commandant, c'était la période où bon, les chefs de canton, oui, les chefs d'arrondissement, oui, à la limite, pouvaient tout faire. Commandant de cercle. Commandant de cercle, Oui. voilà. Aujourd'hui, heureusement, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques aujourd'hui de l'administration, c'est l'obligation de concertation. Vous êtes obligé aujourd'hui, quelle que soit votre position dans l'administration, soit l'administration d'État ou dans les collectivités territoriales ou secteurs parapublics, vous êtes obligé quand même de recourir à la concertation. Vous devez discuter avec les populations, les informer de ce que vous devez faire, recueillir leur avis, et maintenant, au moment de décider quand même, le pouvoir de décision revient à un organe bien précis, et c'est à cet organe-là de prendre ses responsabilités et donc de prendre la décision. Mais au préalable, il faut quand même informer, il faut consulter les populations, il faut les sensibiliser. Je crois qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Oui. Et heureusement, je pense que la plupart d'entre nous l'ont compris. Il le faut. Et il y a également, outre la concertation, aujourd'hui, nous sommes soumis à une obligation de transparence. Qui vient s'ajouter déjà. Vous devez informer les administrés, les populations, des décisions qui les engagent. En amont comme en aval. Donc, vous devez également faire preuve d'efficacité et d'efficience. Les moyens étant limités, vous devez les utiliser de façon judicieuse et efficace. Voilà. Et maintenant, en résumé, il y a cette obligation d'adaptation permanente. Nécessité d'adaptation permanente. Effectivement. Mais et c'est même plus fort parce que moi j'ai parlé de transformation. Tout à fait. On va revenir sur la notion de transformation. Mais cette nécessité-là, elle ne provoque pas ou elle ne crée pas chez certains d'entre vous, notamment les plus âgés probablement, une sorte de nostalgie des temps anciens. Si je prends l'exemple de beaucoup de maires, hein, moi il y a des personnes âgées qui nous disent mais yéen amatu leen pouvoir. Vous n'avez plus de pouvoir en français. Dootu leen ay buur day dogal maanaam vous savez les premiers présidents de conseil rural. Mais eux voilà ils avaient des pouvoirs que nous n'avons pas. Et peut-être c'est parce que à l'époque les populations n'étaient pas aussi exigeantes qu'elles le sont aujourd'hui. Mais comme je l'ai indiqué aujourd'hui, nous sommes obligés de nous concerter avec les populations. De vous adapter aux évolutions. Nous sommes obligés de les consulter, de les informer de ce que nous faisons, de recueillir leurs avis. Et je crois que ça également c'est une bonne chose. Puisque plus vous avez une population exigeante, mais plus vous faites attention à ce que vous faites. Et je pense qu'en faisant cela,
vous évitez en tout cas de tomber dans certaines dérives, de commettre certaines erreurs qui peuvent être irrattrapables. Donc c'est heureux aujourd'hui vraiment que nos populations soient de plus en plus exigeantes. En revanche, il vaut bien être exigeant vis-à-vis de l'État et de ses désmembrements, pardon, mais il faut également que le citoyen soit exigeant vis-à-vis de lui-même. Je prends un exemple. Si vous dites que voilà, le village ou la ville, elle est sale, si vous dites que l'éclairage public est défaillant, etc., etc., vous avez des impôts à payer, vous ne les payez pas. Il y a quand même, disons, quelque part, une incohérence de la part de certains citoyens. Et oui, il faut être exigeant vis-à-vis de l'État, il faut être exigeant vis-à-vis de ses démembrements, les communes comme les entités du secteur parapublic, mais en même temps, il faut aussi que le citoyen soit exigeant vis-à-vis de lui-même. Tout à fait, quoi. Monsieur Sène, cet an dernier, il y a eu un vif débat qui a prévalu à l'issue d'une situation qui avait été relevée dans le Niani-Wouli, là, où voilà, une cérémonie qui devait être présidée par Madame le préfet voilà, a failli tourner un peu kazakh parce que simplement 2 députés également qui étaient présents dans la tribune ont manifestement refusé de se lever parce que la vidéo le montre. Et semble-t-il, le préfet, outré un peu par ce comportement, a voulu sans doute voilà, les sortir de la tribune et je crois qu'il y a eu des conciliabules. Mais l'administrateur civil de classe exceptionnelle que vous êtes, quand des situations de cette nature se présentent à lui, quelle est la conduite, quelle est la bonne conduite, ne serait-ce que pour éclairer aussi les Sénégalais? Parce que voilà, les uns ont dit nous sommes pour, les autres ont dit nous sommes favorables, il y a eu abus de pouvoir, ou bien peut-être bon, c'est la contestation d'un système et autres et autres. Mais quand même, si nous retrouvons un peu de sérénité, quelle est la bonne lecture? Voilà, là aussi je vais inviter nos auditeurs comme téléspectateurs à en revenir au texte. Vous savez, nous sommes dans un État organisé. Il y a un décret de mars, du 19 mars 1999 qui régit la préséance lors des cérémonies officielles. Tout à fait. Et l'article 1er de ce décret-là est très clair. Dans son département, le préfet il a préséance sur les députés. Donc, en l'espèce, effectivement, il s'agissait, nous étions en présence d'un préfet qui devait présider une rencontre. Et c'est d'ailleurs parce qu'il a préséance que c'est lui qui préside. Celui qui n'a pas préséance dans une cérémonie, il ne préside pas. C'est pas possible. Donc, encore une fois, en vertu de ce décret du 19 mars 1999, dans son département, le préfet il a préséance sur les députés. Maintenant, est-ce que cette préséance emporte une obligation de se lever à l'arrivée du préfet? À mon avis, par courtoisie républicaine. Par courtoisie républicaine. Républicaine, vous dites bien courtoisie républicaine. Oui, ces autorités auraient dû vraiment saluer l'arrivée du préfet. Qui est une dame de surcroît. Oui, et d'autant que, d'après les informations que nous avons, tout le monde s'était levé, à l'exception des deux députés. Ouais. Voilà, donc je pense que, vous savez, dans une république, il y a aussi la courtoisie républicaine. La courtoisie républicaine, c'est une notion fluctuante. Oui, mais elle ne couvre pas une réalité, mais dans l'esprit, on peut comprendre un peu. Mais dans toutes les cérémonies, en tout cas dans la plupart des cérémonies officielles, quand l'autorité qui doit présider la cérémonie arrive, il est de coutume quand même que tout le monde se lève pour saluer son entrée, son arrivée. Et ça a été le cas. Alors, pourquoi ces deux députés n'ont pas cru devoir quand même faire comme les autres? D'autant que, à mon avis,
ils auraient dû donner le bon exemple. Ouais. Donc, c'est pour moi vraiment le lieu d'en appeler au respect des textes. Donc là, encore une fois, je le répète, le préfet, il a préséance sur les députés dans son département. Maintenant, si un ministre est là, bien sûr, le préfet, oui. Si le gouverneur de région est là ou un de ses adjoints, c'est très clair. Mais encore une fois, comme c'était le cas en l'espèce, c'est le préfet qui avait préséance. Et donc, voilà, cet incident-là, à mon avis, aurait dû être évité. Voilà, un sachant donc à trancher la question, mais avec courtoisie aussi. Hein, et il montre qu'en vérité, l'esprit républicain doit prévaloir dans toutes les circonstances liées effectivement quand on célèbre un peu la République. Et je crois que de plus en plus les Sénégalais vont se pénétrer un peu de cette notion parce qu'elle fait partie également des attributs de notre pays, de la considération que nous avons à l'égard effectivement de tous les symboles de cette République. Donc Macodou a donné quand même des éléments d'éclairage. Maintenant, c'est à nous de le rappeler et bon, de rester aussi élégant et très républicain. Mais le haut fonctionnaire que vous êtes est confronté maintenant à une nouvelle réalité avec l'intrusion justement des réseaux sociaux. Il peut être assez intéressant, peut-être bon, pour les réseaux sociaux, d'intéresser un peu les administrateurs que vous êtes dans la transmission assez rapide de l'information. Peut-être même dans la circulation de cette même information avec beaucoup de déficiences. Mais potentiellement aussi, il y a des dangers parce que la maîtrise du circuit d'information peut échapper un peu à votre propre vigilance dès lors que c'est des réseaux sociaux. Et sans compter maintenant les manipulations dont peut faire l'objet la même information issue justement de votre service. Comment accueillez-vous d'abord les réseaux sociaux et ensuite, est-ce que vous jouissez d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté de penser quand vous êtes face effectivement aux instruments des réseaux sociaux? Voilà, merci. Je crois que les réseaux sociaux sont des instruments qui sont au service de l'humain. Dès lors, tout dépend de la volonté, en tout cas des intentions ou de l'intention de celui qui fait recours à ces réseaux sociaux. On est d'accord? On est d'accord. Alors, maintenant, les réseaux sociaux sont très utiles et aujourd'hui même sont incontournables. Voyez-vous, quelle est l'autorité aujourd'hui qui ne les utilise pas? Je n'en connais pas. Pour communiquer, soit pour parler aux populations, ou alors même recevoir des messages de ces populations. Et en temps réel, je crois que ça c'est important. Avant, dans les années 90, mais c'était le papier. Il fallait écrire une lettre. Oui, d'ailleurs, à l'époque, vous disiez que bon, l'administration, c'est l'écrit. C'est l'écrit. Voilà, maintenant, on transpose 30 ans plus tard. Est-ce que l'administration reste toujours écrite avec les réseaux sociaux? Bon, elle est écrite. Oui. Parce que, bon, moi, je peux aujourd'hui, en tant que maire, je peux prendre un arrêté et la diffuser à travers les réseaux sociaux. C'est ça. Et le diviser, pardon, à travers les réseaux sociaux. Oui. C'est très clair. Ah, ça, c'est quand même, c'est bénéfique, c'est utile. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi même la loi sur la publicité des actes, la loi datée de 1974, avant d'être abrogée et remplacée par une autre de 2022, pardon, on a intégré la possibilité de publier les actes à travers justement ces réseaux-là. D'accord. C'est important parce qu'aujourd'hui on ne peut plus, il n'y a que le journal officiel pour rendre public, pour faire la publicité des actes administratifs. On ne peut plus défendre cela. Donc c'est important de... Prenons les réunions. Les CRD, les CDD. Oui, oui, oui. Les comités techniques au niveau de la primature. C'est ça. Pour examiner les projets de texte, de loi ou de décret. Mais vous partagez les documents à travers ces réseaux-là pour préparer une réunion.
les membres du comité viennent, après la réunion, vous leur renvoyez encore les textes avec les observations, vous leur demandez de formuler des observations, mais cela est très utile, ça nous permet de gagner du temps. Avant, il fallait photocopier des textes, il fallait donner les textes à des agents du courrier, oui, pour les transmettre. Pour les transmettre. C'est ça. Avec toutes les difficultés de mobilité que nous avons à Dakar en particulier. Donc aujourd'hui, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est utile et c'est même incontournable aujourd'hui. Maintenant, tout dépend de l'intention ou des intentions de celui qui fait recours à ces réseaux sociaux. Et cela pose la nécessité justement de réglementer. Il faut bien encadrer l'usage de ces réseaux sociaux-là. Oui, parce qu'autrement, on verrait peut-être un sous-préfet indélicat qui planterait justement des podcasts dans les réseaux sociaux, ou bien qui prendrait l'antenne justement pour s'exprimer un peu sur voilà, un sujet donné. Oui. Et c'est tentant quand même de se voir, de se mirer, si on est un peu narcissique, de se voir à travers les réseaux sociaux comme sujet. Oui. Donc l'encadrement, peut-être, bon, ça permet sans doute de canaliser un peu les choses et de ne pas laisser déborder pour retrouver un peu les sous-préfets avec peut-être, bon, voilà, les influenceurs, je veux dire. Oui, et pour éviter aussi que des personnes mal intentionnées aussi s'attaquent de façon impunie à d'honnêtes citoyens. Tout à fait. Comme on assiste à présent. Alors, il y en a qui, à longueur de journée, s'attaquent à d'autres de façon tout à fait gratuite et méchante. Parfaitement, parfaitement. Mais c'est simplement pour corroborer un peu ce que vous dites par rapport à l'utilité donc des réseaux sociaux. Il y a 2 maires au Mali qui ont eu la vie sauve grâce justement aux réseaux sociaux, mais il y a eu également un déclenchement d'un peloton justement de l'armée pour faire face effectivement à l'envahissement des djihadistes grâce effectivement à ces réseaux sociaux-là. Mais plus près de chez nous, je crois que le maire de Bakel également, qui a eu à prendre un arrêté, n'est-ce pas, pour interdire la circulation. Le préfet. C'est le préfet, hein, ouais, qui a eu à interdire effectivement la circulation du truc. En son temps, je l'avais salué dans mon éditorial, parce que je trouvais que c'était très courageux, mais en même temps aussi c'était très actuel et très moderne de sa part, que de prendre cette décision-là à l'échelle justement de son département. Et je crois que le résultat a été très probant, puisque ça a coupé un peu voilà, la circulation de nuit et avec toutes les mauvaises intentions qui pourraient découler un peu de cette pratique-là si elle n'était pas interrompue. Oui, mais bien sûr, parce que je pense que quand même l'autorité administrative, vous savez, l'autorité administrative reçoit au quotidien des bulletins de renseignement. Donc des informations de première main. Mais oui, parce que aussi, vous ne pouvez pas être chargé du maintien de l'ordre public sans avoir des éléments d'information qui vous permettent de prévenir. Et de prendre des parce que le maintien de l'ordre public, c'est d'abord un travail de prévention. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a 2 sortes de police. Police administrative, c'est pour prévenir. Et dès qu'une infraction est commise, maintenant, c'est la police judiciaire qui intervient. Donc, à mon avis, c'est à bon droit que ce préfet, sur la base d'informations qu'il a dû recevoir, a donc pris cet arrêté-là pour prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public. Voilà. Alors, maintenant, je retrouve monsieur le maire. Vous êtes maire de Niakhar et vous êtes connu de vos mandants, mais en même temps aussi, voilà, vous avez une expérience très grosse de la gestion d'une municipalité. Mais pouvez-vous nous décliner un peu le quotidien d'un maire? Quand il se réveille tôt le matin jusqu'à la fin de sa journée, en quoi consistent justement les actes qu'il pose au quotidien? Le quotidien d'un maire, c'est un quotidien... Ça ne relève pas d'une banalité quand même. C'est un quotidien très mouvementé, très occupé. Dès le matin, vous avez des administrés qui arrivent, soit à la maison, soit à la mairie. Vous devez les recevoir, les écouter. Vous devez essayer de répondre aussi à leurs préoccupations, autant que faire se peut. Et il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'heure. Et surtout pour des maires qui ne vivent pas toujours dans leur collectivité territoriale, il est normal d'être disponible 24 heures sur 24. Donc,
Notre journée, c'est une journée vraiment très chargée, faite d'audiences, de déplacements dans les villages. Moi, j'ai une commune composée de 32 villages. Voilà. Et au total, combien la population? 43 000. 43 000. Voilà. Et donc, il faut régulièrement aller dans ces villages-là, à la rencontre des populations. Maintenant, c'est difficile puisque les moyens ne suivent pas. Encore, je le disais tout à l'heure, les populations attendent tout du maire et de la commune. Les moyens n'étant pas là, nous essayons en tout cas de faire ce que nous pouvons, d'expliquer, mais surtout d'être à l'écoute. Vous savez, les populations quand même sont à même de comprendre. Il suffit juste d'être disponible, de leur parler, de leur expliquer, et à elles maintenant de comprendre, voilà, jusqu'où la commune peut aller en termes d'intervention, en termes d'appui, et jusqu'où elle ne peut pas, du fait de ces moyens-là qui sont limités. Est-ce que sa proximité avec les mandants, c'est une opportunité, c'est une chance, ou bien faut-il créer une certaine distance pour ne pas être banalisé comme maire, comme édile? Non, un maire ne peut pas créer une distance. Non. Le maire, c'est la première autorité de proximité. Vous savez, le président de la République, il est très loin. Le Premier ministre, il est très loin. Les ministres le sont. Oui. Même les chefs de service qui sont à Dakar. Oui. Mais le maire, il est au contact quotidien avec les populations. Et ça, il faut vraiment l'accepter et éviter même cette tentation de vouloir créer une barrière ou des barrières entre l'autorité et les populations. C'est la meilleure façon, en tout cas, de se faire désavouer. Mais le maire n'échappe pas souvent quand même aux critiques de ses mandants. Quand il pose un acte, on y voit voilà, un revers politique. Quand il enclenche une opération, on y voit une manipulation politique. Le maire, la politique est consubstantielle à la vie du maire, devrais-je dire, demander. Oui, mais pas la politique politicienne. Pas la politique politicienne. La politique au sens de gestion de la cité. Voilà. Ça, c'est au quotidien. Et d'ailleurs même, je pense que toute personne investie d'une charge publique fait de la politique. Maintenant, on a tendance à confondre la politique politicienne et la politique au sens noble du terme. C'est ça. Donc oui, nous faisons la politique au quotidien. Parce que nous sommes au service des populations. Nous sommes là pour ça d'ailleurs, parce que il faut toujours garder à l'esprit que, voilà, au moment des compétitions, voilà, tous les candidats cherchent, mais à remporter l'élection. Et donc, si les populations vous choisissent, vous avez l'obligation, à mon avis, d'être à leur service et de répondre à leurs attentes. Mais vous êtes quand même une figure politique dans votre zone là-bas. Vous êtes maire, mais politiquement aussi, peut-être bon, vous avez vos perceptions et vos appréhensions. Mais en même temps aussi, dans ce qui se dessine en ce moment dans notre pays, vous avez une ligne de conduite. Quelle est la vôtre? Bon, la ligne de conduite, c'est... aujourd'hui, moi, je pense que nous devons tous défendre la République. La République? Oui. Et en conséquence, ces institutions. Pourquoi défendre la République? Elle est menacée ou elle est en danger? Oui, parce que vous le voyez, quand aujourd'hui aucune autorité n'est à l'abri de la défiance, des injures publiques, de la calomnie, il y a de quoi s'inquiéter. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, nos confrères donc, de l'Observateur ont réalisé leur une de ce week-end effectivement sur ces difficultés au sein donc, de l'État, avec des pratiques qui n'avaient pas cours il y a quelques périodes. Mais puisque mon invité est une figure de proue justement de la haute administration, sans doute elle permettra de comprendre davantage ce qui s'est passé réellement au sein de cette administration-là et qui risque un peu de biaiser l'administration. Oui, mais c'est parce que justement, le pilier de l'administration, c'est quoi? C'est l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique, ça emporte un pouvoir de nomination et un pouvoir de sanction, positif comme négatif. Si vous avez une administration où il n'y a plus quasiment de sanctions, parce que celui qui a le pouvoir de sanction a peut-être peur d'être désavoué par l'autorité supérieure, voilà, on en arrive à cette situation. Donc aujourd'hui, le gros problème, c'est aujourd'hui la quasi-disparition du pouvoir hiérarchique et surtout de l'autorité hiérarchique. Qui ne s'exerce plus ou bien qui s'exerce avec mollesse ou bien quoi? Bon, qui ne s'exerce plus comme il se doit. J'ai envie de demander, mais où sont les gardiens de l'orthodoxie alors? Parce que si, vous savez, si le pouvoir, l'autorité hiérarchique est d'abord de pouvoir nommer quelqu'un, de pouvoir le révoquer, c'est de pouvoir aussi également, au besoin, prendre une sanction positive ou une sanction négative. Oui, si cela disparaît, mais vous avez aujourd'hui cette situation que nous vivons au Sénégal. Et à mon avis, il faut y mettre fin au plus vite. Et c'est pourquoi je dis, nous devons aujourd'hui nous tenir prêts, nous tenir debout pour défendre les institutions de la République, le président de la République, le gouvernement, la justice. La justice qui est aujourd'hui garante de nos droits et libertés. Le président de la République, en vertu de la Constitution, mais c'est lui qui est le garant du fonctionnement régulier des institutions. Il ne faut pas le fragiliser. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, dans une déclaration que j'ai faite le mois dernier, j'ai dit, sauvons les institutions. Et c'est pourquoi moi j'ai décidé, avec le mouvement Maxen que je dirige, j'ai décidé de soutenir le président de la République à travers la coalition Diomaye Président, qui est coordonnée par Madame Aminata Touré. Donc sauver la République égale soutien à Mais oui, parce que aujourd'hui, la principale institution qu'il faut soutenir aujourd'hui, c'est le président de la République, qui est encore une fois le garant du fonctionnement régulier des institutions. Si les institutions ne fonctionnent pas régulièrement, mais nous allons en tout cas au-devant de graves difficultés et nous avons aujourd'hui l'obligation de veiller à cela. Pour en revenir aux collectivités territoriales, je dirais que nous avons quand même quelques difficultés. Aujourd'hui, nous avons comme premier problème les incohérences territoriales. Le découpage n'est pas cohérent. Voilà, ça c'est une première difficulté en tout cas qu'il faut régler. Deuxièmement, nous avons un problème de viabilité financière, puisque la fiscalité n'est pas adaptée, la fiscalité locale n'est pas adaptée. Aujourd'hui, ce que l'Association des maires du Sénégal sollicite de l'État, c'est un transfert, entre autres, de 10 à 15% de la TVA vers les collectivités territoriales. Et dernier appel, nous sommes à la fin du mois, en tout cas à mi-mai, jusqu'à présent, les dotations que l'État alloue aux collectivités territoriales ne sont pas encore mobilisées. Le basculement de la gestion 2025 à 2026 n'est toujours pas effectif, ce qui fait qu'aujourd'hui, les collectivités territoriales vraiment vivent d'énormes difficultés. Et aujourd'hui, donc, nous lançons un appel à l'État pour vraiment intervenir en mobilisant ces ressources-là, mais surtout en adoptant une fiscalité qui soit adaptée aux réalités des collectivités locales, qui doivent avoir quand même une viabilité financière. Voilà. Alors, pour les populations de ma commune, Niakhar, oui, j'allais vous dire. Voilà. Vous savez, il y a un deuxième lycée, un deuxième CM, pardon, qui devait être construit. Bon, les populations s'étaient mobilisées. Heureusement, l'État a accepté de prendre en charge la construction de ce CM. C'est fait. Le conseil municipal a délibéré, le sous-préfet a approuvé la délibération
cette délibération ainsi que tous les documents pertinents ont été transmis au ministère de l'Éducation nationale à Dakar. Et donc, sous peu, les travaux vont pouvoir démarrer. Ce sont des assurances que nous avons donc auprès des autorités du ministère de l'Éducation nationale. C'était vraiment pour rassurer les populations de la commune de Niakhar, oui, qui en avaient fait une préoccupation majeure. Et en même temps, nous avons décidé également d'ouvrir un CM dans la zone de Yenguélé. Là aussi, la délibération est prête. Un CM dans la zone de Sorok. Là également, les populations, d'ailleurs, que je félicite au passage, ont commencé sur ressources propres la construction de 2 salles de classe. Là également, la mairie va intervenir donc pour les appuyer en construisant 2 classes supplémentaires, comme nous nous sommes engagés aussi à faire de même au niveau de la zone de Yenguélé. Je tenais vraiment à passer ces informations qui me semblent utiles. Très bien, le message est bien passé. Donc c'était Makodou Sène, comment dirais-je encore, maire de Niakhar, mais en même temps aussi un administrateur civil de classe exceptionnelle qui était l'invité du JDD de ce 17 mai 2026.